Bienvenue à tous et à toutes. Vous suivez la revue de presse grand format de l'Intelligent TV. Nous avons pour invité aujourd'hui M. Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier. Bonjour M. Beta Michel. Bonjour Colby Ouattara. Avec vous, nous passerons 52 minutes à décrypter la presse ivoirienne à travers donc les contenus des tabloïds et des sites internet de la semaine écoulée. Commençons par la synthèse de toute l'actualité de la semaine du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre 2021. Avec le journal Le Jour Plus qui parle à sa une de la guerre des clans dans l'ex-majorité présidentielle. Le confrère nous dit que le parti de Gbagbo est mal parti et que le FPI d'Afi se remplit. Sur le même sujet, le site internet koassi.com nous dit que malgré son indignation, Simone est convoqué à une réunion avec Gbagbo et plusieurs autres. Le site se demande si l'ex-première dame répondra à cette invitation. Démarrons avec le journal Le Temps qui affiche à sa une que l'ex-président ivoirien Gbagbo est sur le terrain. Le président actuel Alassane Ouattara panique. Le Matin se demande à sa une ce que cache ce voyage si important de Gbagbo en Europe au moment où la création de son parti rentre dans sa phase cruciale. Sur ce même voyage, le journal Le Nouveau Réveil affiche ceci à sa une. Rencontre Gbagbo-Soro en Italie et dit nous dévoiler le probable menu des échanges. Pendant ce temps, situation sociopolitique, le journal Le Jour Plus nous confie à sa une que la guerre Gbagbo-Simonet-IV aura lieu. 703 643 francs CFA. Situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, un poste des forces de défense et de sécurité attaqué à Ponton à la une de Soir Info. Le confrère nous rapporte qu'il y a eu des blessés évacués en urgence. Sur le site internet Koassi, le président Alassane Ouattara impose un pass sanitaire Covid-19 aux voyageurs pour l'entrée sur le territoire ivoirien. À la rédaction de Soir Info, on y apprend que pour insuffisance de rendement au gouvernement, le président de la République, Alassane Ouattara, est fâché contre ses ministres. Le journal fait également état de tensions au sein du RHDP, des tensions qui font dire au quotidien d'Abidjan qu'il y a le feu au sommet de l'État et que plus rien ne va au sein du camp de Ouattara. De son côté, Génération Nouvelle évoque une guerre des clans entre le Premier ministre Patrick Hachi et le directeur exécutif du RHDP Adama Bitogo, d'où son titre du jour RHDP. La bataille de 2025 est lancée. Le temps pour parler de la flotte de l'armée ivoirienne. Le journal soutient que celle-ci est en danger après avoir constaté le crash de 4 aéronefs en moins de 2 ans sous la présidence d'Alassane Ouattara. Pendant ce temps, l'Inter s'interroge sur la possibilité de Bédié, Gbagbo et Ouattara d'être candidats pour la présidentielle de 2025 et ajoute que bientôt un texte de loi les rendant fort clos sera sur la table des députés. Fraternité Matin porte son intérêt sur la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et les ministres gouverneurs. Une rencontre qui s'est tenue hier, mardi 14 septembre 2021, au palais présidentiel à Abidjan. Selon nos confrères de Fraternité Matin, Alassane Ouattara a donné des directives à l'endroit des ministres gouverneurs au sujet de la gestion des districts autonomes. À la une de l'héritage, on lit qu'un front uni Bédié, Gbagbo et Soro se prépare contre Alassane Ouattara en 2025 avec pour objectif l'instauration de la démocratie et l'état de droit. Le quotidien s'intéresse à l'annonce de la modification de la Constitution et affiche en ces termes ceci, la grosse provocation qui veut encore brûler la Côte d'Ivoire. Pourquoi le régime ne doit plus toucher à la Constitution? Changeons de sujet avec Le Jour qui écrit à sa une qu'une rébellion se prépare contre Jean-Louis Billon. La réconciliation à pas forcé est vouée à l'échec. Tendons l'oreille maintenant vers l'Inter à propos
de l'insécurité à la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire annonce que des milliers d'habitants fuient leur village. Certains traversent la Comoué pour rentrer en Côte d'Ivoire. Fraternité Matin nous informe au sujet de l'identification qu'une nouvelle opération d'enrôlement éclatée aura lieu et nous communique les dates de lancement et les sites choisis. On reste sur le même sujet avec le quotidien d'Abidjan qui, pour sa part, nous informe que des leaders politiques et intellectuels en colère cognent fort le régime. On transcrit les propos de Assalé Tiemoko, député maire de Tiasalé, sur cette affaire de limitation d'âge. Il dit en ces termes: cette loi ne concerne pas que Ouattara, Bédié et Gbagbo. Des élus de tous bords travaillent sur la question. On publie que cette révision annoncée de la Constitution divise. Ouvrons un autre chapitre à présent qui affirme au sujet du voyage du président Ouattara à Accra ceci: refusant le dialogue politique, Ouattara veut jouer les réconciliateurs ailleurs. Fraté. Kwasi, à propos de ce conclave des chefs d'État de la CEDEAO, publie ceci: les conclusions du sommet, les recommandations aux militaires au Mali et en Guinée. Il nous informe aussi que le sort du président Condé est scellé. Selon Afi Nguessan, dans la presse ivoirienne, cette affaire va capoter, ça n'ira nulle part, faisant allusion à la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Sur quelles raisons se font-ils pour affirmer une telle assertion, si vous êtes d'accord avec lui? Et que ça n'engage qu'Afi lui seul. Ça n'engage qu'Afi seul dans la mesure où Gbagbo a déjà créé un parti. C'est celui que Afi dirige aujourd'hui. Donc créer un parti pour Gbagbo, ça ne doit pas être une question très difficile. Gbagbo a déjà créé un parti, il a créé plusieurs organisations. Donc, quand on parle de Gbagbo va créer un parti, moi je pense même plutôt qu'il faut penser, mais qu'est-ce sera, je veux dire, ce que ce parti-là va apporter, ce que ce parti-là va redynamiser dans le champ politique, c'est ça les grandes questions. Moi, je ne pense pas que c'est déjà voué à l'échec. Bon, écoute, ça n'engage qu'Afi seul. Il y a Kwasi qui affirme quant à lui que Gbagbo n'a pas la capacité de diriger un parti ni d'être candidat en 2025. Si c'est le cas, pourquoi se vertue-t-il à créer un parti politique comme vous venez de le dire tout à l'heure? Non, quand il affirme, d'aucuns s'appuient sur les textes de loi qui régissent la création d'un parti politique qui fait état de ce qu'il ne faut jamais avoir été condamné. Il faut plusieurs autres points. Mais je crois que le cas Gbagbo est exceptionnel. Le cas Gbagbo est exceptionnel. Il ne faut pas mettre Gbagbo dans le moule qui ressemble à tout le monde. Gbagbo, il fut un président de la République, il fut un opposant de grande envergure. Il sait ce qu'il fait, au point que même le président actuel, lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu, l'a reçu, ils ont parlé de toutes ces questions-là, certainement. C'est des points qui ont été abordés. Donc moi, je crois que la création du parti de Gbagbo, ça doit être même plutôt même pour donner encore un élan à plus de place, de prendre plus sa place dans le sens de la réconciliation nationale. Et donc moi, je pense que c'est à encourager, parce que le FPI est aux mains d'Afi. Si Gbagbo devait retourner au FPI, quelle serait sa place? Bon, ça, c'est Afi et lui qui en discutent. Mais je dis qu'aujourd'hui, Gbagbo a toute sa place dans le paysage politique. Et pour cela, il faut une identité qui l'identifie. Et ce parti-là viendra identifier Gbagbo dans la prise de parole dans le paysage politique. Donc, je crois que c'est bienvenu. Comment qualifiez-vous l'attitude de Simone Gbagbo, dont on ne sait où elle est située en ce moment, du côté de Gbagbo ou du côté d'Afi? Ou créera-t-elle un parti politique? Déjà qu'il y a un mouvement qui se dit de son nom. Gbagbo a dit où elle est déjà. Elle était à la rencontre convoquée par Laurent Gbagbo. Mais dans la mise en œuvre d'une action, il peut y avoir quelques divergences. Mais ça ne veut pas dire que puisque j'ai des divergences avec toi, puisque je pense que certaines manières n'ont pas été bien faites, je ne suis pas avec toi. Elle ne l'a jamais dit. Elle a déjà affiché qu'elle est avec Gbagbo. Maintenant, où elle veut se placer dans l'avec là, ça je pense que c'est dans la faisabilité, ils vont le déterminer ensemble, puisqu'elle a déjà dit qu'elle est avec Gbagbo. Voilà. Le journal Le Temps affiche à sa une que lorsque l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est sur le terrain, le président actuel Alassane Ouattara panique. Quel commentaire faites-vous de cette assertion? Non, disons que Alassane Ouattara panique, c'est un peu trop dit, mais je dis qu'il a quand même
il observe ça de près. Parce que tout compte fait, il dirige le pays et toute action de Gbagbo, nous connaissons Laurent Gbagbo dans sa capacité à mobiliser, dans sa capacité à faire bouger les choses. Donc, je crois que quand Gbagbo bouge, c'est tout à fait normal que ceux qui sont au pouvoir aussi s'interrogent sur leur capacité à maintenir le pouvoir. Bon, donc je crois que c'est de bonne guerre, ces genres d'assertion. C'est pour montrer que la dynamique dans laquelle Gbagbo s'inscrit, c'est de créer un nouveau parti, de donner une orientation à son engagement politique qui dit-il, sera le même, mais aura un élan un peu plus, je veux dire, rassembleur pour participer en plein pied à la réconciliation et au développement de ce pays-là. Donc je crois que bon. Pourquoi pas la reconquête aussi du pouvoir? Naturellement. Moi je crois que Gbagbo n'a jamais dit autre chose que reconquérir le pouvoir qu'il a perdu en 2010. Il a dit, quand il est venu, il ne peut pas ne pas parler de politique. Il ne peut pas ne pas parler de politique, c'est pas pour jouer les seconds rôles, c'est pour jouer naturellement les premiers rôles. Donc, dans ce premier rôle-là, le premier des rôles, c'est d'être à la tête. Donc, moi, je crois que... Et puis, certains de ces lieutenants l'ont dit, Gbagbo n'est pas venu pour aller s'asseoir à Mama. Il est venu pour jouer son rôle. Donc, je crois que c'est tout à fait normal que Gbagbo veuille jouer son rôle et veuille jouer le rôle qui est le sien en tant qu'acteur politique, c'est-à-dire accéder encore une fois à la magistrature suprême de ce pays. La toute dernière question sur le chapitre donc, du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Pensez-vous qu'il pourrait avoir une guerre entre Laurent Gbagbo et Simone, comme l'annonce un confrère, puisque divorce déjà il y a eu entre eux? Est-ce qu'il peut avoir un deuxième divorce politique? Divorce politique? Bon, tout est possible, nous sommes en politique. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que Simone a montré suffisamment qu'elle veut être dans le camp où Gbagbo sera. Parce que depuis lors, Afi lui a fait plusieurs fois des appels auxquels elle n'a jamais répondu. Des appels auxquels elle n'a jamais répondu. Donc je crois qu'elle a montré qu'elle veut être là où Gbagbo sera. Maintenant, ça dépendra comment Gbagbo va manœuvrer pour la maintenir. Comment Gbagbo va manœuvrer pour la maintenir. Gbagbo, on le sait, très stratège, très fin dans sa démarche politique. Nous pensons que cette démarche-là pourra avoir encore l'adhésion de Simone qui, depuis toujours, a été son compagnon de lutte politique au-delà de leur union familiale et maritale. Oh oui. Donc, je crois qu'au-delà de ça, Simone est toujours engagée aux côtés de Laurent Gbagbo, à moins qu'elle ne montre d'autres signes. C'est vrai que nous ne pouvons pas ignorer qu'un divorce familial peut créer d'autres divorces. Mais bon, ils sont suffisamment matures et ils l'ont montré dans leur volonté de garder la ligne, je dis, de combat qu'ils ont adoptée depuis la création du Front populaire ivoirien. Donc je crois qu'ils sauront trouver la meilleure forme pour rester ensemble. Tout autre politiquement, sujet, bien entendu. Oui, bien entendu. Tout autre sujet, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme, en l'occurrence l'ex-gouverneur de la BCEAO, aussi ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de feu Charles Konan Banny. Tout le monde finalement a reconnu au défunt un fidèle serviteur de la nation. Que retenez-vous, vous personnellement, du défunt? Moi, je dirais que je tenais d'abord à rendre hommage à ce grand homme-là. Je dis bien grand parce que j'ai eu le privilège d'échanger avec cet homme-là à certaines occasions. Je disais tantôt à certains amis, j'ai dit, mais je comprends pourquoi Banny a eu du mal à se frayer un chemin à la hauteur de sa dimension dans le paysage politique ivoirien. Il était trop correct. Banny était trop correct. C'est-à-dire, c'est pas le discours politique qu'on entend souvent quand tu entendras Banny. C'est le discours politique, c'est le discours de valeur. C'est le discours qui porte en lui-même une éthique que Banny portait. C'est pourquoi beaucoup ne le comprenaient pas. Je me souviens même quand on l'a bousculé un peu, lorsqu'il avait quelques divergences de vues au PDCI, lorsqu'on l'a bousculé. En son temps, avec Bédier. Oui, avec la présidente du PDCI. Il a dit, c'est la maison du père. Ouais. C'est la maison du père, je dois y être. Pour lui, c'est des choses, il les porte profondément dans le cœur. Donc moi, je dis, Banny, vraiment, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Politiquement, beaucoup ne l'ont pas compris, mais il était trop correct pour être comme on dit souvent, dans la marmaille. Oui, c'est la période de la rentrée scolaire. Notre Voix fait cas à sa une de la confusion dans les frais annexes.
Ne pensez-vous pas que ce sujet des frais annexes doit être sur la table de la nouvelle ministre relativement aux réformes? Tantôt, on parle de suppression des frais annexes, tantôt, ça revient et toute une confusion tourne autour. Vous savez, la question de ces frais annexes-là, moi je vais plus loin. Je dis, l'État a mis en place des COGES depuis des années. Les COGES, c'est en fait une dynamique de l'implication des parents dans le système éducatif ivoirien. Mais les parents ne l'ont pas porté vraiment. Et quand on parle de frais annexes, c'est-à-dire c'est des décisions qui sont prises entre collèges de parents pour dire, ah, vraiment, compte tenu de l'état de notre école, voilà ce qu'on peut faire, emmener des cotisations pour aider l'école à apporter des toilettes, à apporter telle chose. Donc moi, je crois que ce débat-là doit être mené un peu plus en profondeur. Il ne faut pas, on va le banaliser comme ça. Frais annexes, frais annexes, frais annexes. Bon, c'est vrai, c'est lourd souvent pour certains parents, mais je dis que ce n'est pas des choses qu'on doit banaliser. Il faut qu'on s'asseye. Parce que les COGES, c'est nous les parents. Mais les parents, beaucoup sont ceux qui ne participent pas aux réunions de COGES. Beaucoup sont ceux qui ne se rendent même pas à l'école de leurs parents, de leurs enfants. Mais écoutez, moi je dis toujours... Vous êtes donc pour l'instauration des frais annexes? Non, dire que je suis pour l'instauration des frais annexes, c'est comme si je disais, bah, écoutez, augmenter les frais de scolarité. Hein? Mais je dis qu'il faut que le débat soit mené pour qu'on sache effectivement l'importance de ces frais annexes-là, pour qu'on veuille les instaurer ou les enlever. Parce que quand on voit aujourd'hui le débat qui est mené, et puis on dit confusion, c'est pour dire... On ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas, on veut les enlever, mais on connaît l'importance. Donc si on les enlève, comment on comble ce déficit-là? J'ai suivi certains qui disent, bon, désormais, tout ce qui est frais annexes, je vais payer. Mais tu connais le montant? Moi je dis, oh, ce n'est pas de la publicité, c'est pas... Tu vois, souvent nos acteurs politiques, je dis, mais attendez... Quand on veut prendre des décisions comme ça, on évalue le coût. Voilà, on te dit des frais annexes de 200 000 enfants, tu dis je vais prendre un coup. Tu as quel budget pour les prendre en coup? C'est la période toujours de la rentrée scolaire. L'intelligent d'Abidjan nous montre à sa une que Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, ressort le bilan de Ouattara décliné par Kandia Camara, dont 34 349 626 kits scolaires acquis et distribués pour un montant de 100 237 703 647 francs. Pensez-vous que le niveau des élèves en Côte d'Ivoire est à l'image de cet investissement? C'est une question qu'il faut recentrer. Vous me dites, ils ont remis des kits scolaires aux enfants. Ouais. Les kits scolaires ont leur importance dans la formation de nos enfants parce qu'ils permettent à certains parents, ou du moins aux parents, de réduire leur charge lorsque la rentrée survient. Et cela ne date pas de Ouattara, ça date depuis avant Ouattara. Ouais. Donc, dit que c'est le bilan de Ouattara, je ne sais pas. Bon, le niveau scolaire, l'école est une entité nationale, c'est-à-dire tout le monde a sa part dans le système éducatif, parents, éducateurs et gouvernants. Donc, quand on parle de niveau scolaire, il faut impliquer tout le monde, il faut voir la responsabilité de chaque entité. Aujourd'hui, nous sommes unanimes que le niveau scolaire de nos enfants a baissé. Mais à qui la faute? Est-ce que nous, parents, nous jouons pleinement notre rôle? Parce que, bon, je dis souvent, écoute, est-ce que quand ton enfant rentre le soir, tu t'interroges d'abord, est-ce que les leçons là, vous avez fait quoi et quoi? Ça aussi, il faut que chacun joue sa partition. Moi, je suis de ceux qui pensent que, vraiment, pour ce qui est de l'éducation, il faut que chacun joue sa partition. Autre sujet, un poste de force de défense et de sécurité attaqué, apprend-on à la une de Soir Info cette semaine. Le confrère rapporte qu'il y a eu des blessés évacués en urgence après le crash de l'hélicoptère. La nuit du jeudi au vendredi 10 septembre, ces dégâts ne sont-ils pas un peu récurrents? Moi, je trouve que même c'est un peu récurrent et puis c'est inquiétant. Mais ce qui m'inquiète encore plus, ce n'est que le confrère qui a rendu compte. L'état-major n'a pas encore fait un communiqué sur cette attaque-là. Et je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Bref, pour dire qu'en fait, il faut qu'on évite
de rendre encore les choses plus difficiles pour les populations qui, tous les matins, se lèvent pour espérer pouvoir vaguer tranquillement à leurs occupations. Tout autre sujet, le président Ouattara impose un pass sanitaire Covid-19 aux voyageurs pour l'entrée sur le territoire ivoirien. Quel est votre regard sur la question, sur cette décision? C'est une décision qui devait venir un peu plus tôt, hein, disons. Elle devait venir un peu plus tôt parce que on laisse un peu les chiffres grimper, puis c'est après on prend les décisions. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça s'imposait un peu à nous, hein, parce que faut dire que les mesures barrières, les mesures sanitaires ne sont pas suffisamment comprises de la part des populations qui ne les respectent presque pas. Parce qu'on voit un peu comment les gens vivent dans nos marchés, sur nos supermarchés, même à certains événements nationaux, on voit comment les gens, les uns et les autres se comportent. Donc le pass sanitaire est bienvenu pour freiner tant soit peu la propagation de la maladie et éviter des nouvelles contaminations. Donc je crois qu'en plus du pass sanitaire aujourd'hui, nous avons la vaccination qui est accentuée et qui est imposée à certains corps de métier. Je crois que ça va accélérer un peu le ralentissement de la propagation de cette maladie-là et nous mettre, je veux dire par la grâce de Dieu, très bientôt à l'abri de ce mal-là qui, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, fait beaucoup de mal. Il ressort du dernier Conseil des ministres que le président Alassane Ouattara est fâché contre ses ministres au point même de les mettre au pas. Est-ce que tel n'est-il pas le vrai visage d'Alassane Ouattara qui place le travail bien au-dessus de tout, selon vous, pour le travailleur international qu'on a connu? Mais de tout temps, la Côte d'Ivoire a toujours placé le travail au-dessus de tout. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de travailleurs. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hommes qui se mettent à la tâche. Maintenant que Ouattara a choisi des ministres qui estiment qu'ils ne font pas suffisamment ce qu'il a demandé de faire, bon, c'est à lui d'apprécier. Mais dit que cela le met au niveau de ceux qui travaillent, ceux qui... Bon, moi, personnellement, parlant de son travail, je pense que la question va venir, mais je lui dis que Ouattara ne fait rien de particulier à mon avis. Hein, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre pays, regorge de potentialités énormes en matière de personnes ressources, de personnes capables d'insuffler la dynamique du travail à tout un chacun. Mais je crois qu'en voulant gérer le pays en vase clos avec un certain nombre de personnes qui lui sont toutes acquises, il a freiné l'ardeur de beaucoup de compétences et c'est ça le vrai problème dans la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les compétences se sont mises en marge au profit d'une tendance politique qui n'est que celle qui embouche la même trompette à Ouattara. Donc c'est gênant, hein, c'est frustrant. Et bon, donc on constate un peu les freins que lui-même il constate, hein, parce que en fait, il ne faut pas se leurrer. Hein. Je le dis qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Quand vous empêchez d'autres d'œuvrer pour la nation, ben, ils ne se sentent pas concernés, quel que soit ce que l'autre vient leur dire. Voilà un peu ce qui freine les actions du gouvernement. Il faut que Ouattara accepte d'impliquer tout un chacun, quel que soit son bord politique, pour que chacun puisse travailler pour le bien-être de notre pays. Relativement à ce que vous dites, il se passe qu'entre le Premier ministre et le directeur exécutif du RHDP, les choses ne sont pas au beau fixe. Jusqu'au point d'avoir l'intervention du président de la République, que pensez-vous de l'attitude adoptée par le président Ouattara en tranchant en faveur du Premier ministre? Moi je l'ai dit et je vais le répéter. J'ai dit, le pays là, ça n'appartient pas à un parti politique. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire de chaque parti politique, de chaque Ivoirien, de chaque société civile. Quand on veut gérer le pays en donnant l'impression que ça appartient à une seule classe politique qui s'est dénommée RHDP, mais c'est tout à fait normal que ceux qui dirigent ce RHDP là, c'est quoi? Ils investissent des pouvoirs sur tout appareil de l'État. Donc, qu'il dirait qu'il y a un problème entre... Moi, je ne sais même pas s'il peut y avoir un problème entre un premier ministre et un responsable du parti politique. Mais ça, il faut apprendre à respecter les gens un jour quand même. Quand on dit qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on a un malaise. Quand il y a un problème entre un premier ministre et puis un responsable du parti politique, c'est qu'il y a un malaise. Parce que le premier ministre ne rend pas compte à un responsable du parti politique. Voilà la vraie question. C'est ce malaise que vous avez créé en disant aux gens, si tu n'es pas assez, il faut donner le tabouret là. C'est ça, on est en train d'assister. Ouais, mais il faut changer de mentalité, il faut changer de dix. On ne peut pas vivre dans un pays en disant à tout le monde, si tu ne parles pas même chose que moi, tu n'as pas droit au chapitre.
Mais attends, quand vous finissez de dire ça, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous réponde comment? Ah ben c'est ça. Les langues se délient de plus en plus sur la possibilité de Bédié Ouattara Gbagbo d'être candidat à la prochaine présidentielle 2025 et que bientôt un texte de loi les rendant forclos sera sur la table des députés. Que pourrait-il se passer dans ce cas d'espèce? Je vais vous dire, sur cette question-là, je veux quand même qu'on soit suffisamment clair. Vous savez, la Constitution de 2000 avait institué la limite d'âge à 75 ans. Ouattara, voulant se tailler un troisième mandat, a modifié cette Constitution-là, fait sauter le verrou de l'âge. Aujourd'hui, pourquoi vouloir le remettre? C'est-à-dire que, non, je suis souvent écœuré. Je ne sais pas comment le dire, quoi. Que quelqu'un pense qu'il peut manipuler la Constitution selon ses intérêts, selon son bon vouloir, selon qu'il se réveille le matin. Mais quand on nous met dans cette disposition d'esprit-là, qu'est-ce que vous voulez? C'est quel pays vous voulez construire? C'est quel État vous voulez léguer aux gens? On nous fait comprendre que selon que ce monsieur-là se lève le matin, il peut modifier toutes les lois. Ah bon, qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, j'attends qu'on nous montre les raisons qui vont motiver ce changement de paradigme-là pour qu'on apprécie. Pourtant, les Ivoiriens ont soutenu cette constitution. Ah, mais voilà que vous le dites. Avec les partis politiques. Voilà que vous le dites. Voilà que vous le dites. Les Ivoiriens l'ont soutenu en 2016. Ouattara estime qu'il doit faire un troisième mandat, donc il veut faire... Non, je parle plutôt du changement de la constitution. Non, changement de la constitution à quel niveau? C'est ça aussi. Le changement de la Constitution, c'était à quel niveau? Le changement de la Constitution, peut-être d'aucuns ont estimé que les conditions d'éligibilité qui parlaient de et où étaient confuses parce qu'on n'a pas pu trancher la question. Donc, il fallait trouver un thème qui satisfasse un peu, qui met tout le monde d'accord. Donc, on l'a modifié à ce niveau-là. Mais pire, je veux faire dans cette nouvelle Constitution, on a mis un vice-président. Ouattara veut le nom, Ouattara veut le nom pas. Mais attends, et aujourd'hui, vous nous dites encore, on va modifier encore pour ramener la limite d'âge. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Le numéro de Le Quotidien du 16 septembre s'intéresse à l'annonce de la modification de la Constitution et affiche en ces termes ceci: la grosse provocation qui veut brûler la Côte d'Ivoire, pourquoi le régime ne doit plus toucher à la Constitution. Pensez-vous que le changement de la Constitution peut-elle être un alibi de tension pendant que les Ivoiriens aspirent à la paix en ce moment? Mais de toi à moi, nous sommes ici, nous regardons ce qui se passe à côté de nous. La Guinée, là, qu'est-ce qui a entraîné ça selon toi? C'est la modification de la Constitution. 15 jours au moins, les Africains acceptent de respecter ce qu'ils ont mis pour qu'on puisse avancer. Ah, moi je ne sais pas, si on doit toujours se remettre en cause, mais au moins qu'on ait des raisons de se remettre en cause. Parce qu'aujourd'hui, là, dit que Ouattara va modifier la Constitution. J'ai dit, mais qu'est-ce qui a pu bien changer de 2016 à 2021 pour que Ouattara décide de modifier encore? Voilà, mais il faut un jour qu'on arrive à poser cette question à notre président. Pour dire, mais président, qu'est-ce qui a pu changer fondamentalement pour que la Constitution, qui est la loi fondamentale, tu sais, vous savez, en fait, quand on dit Constitution, là, on a parlé de Deuxième République, en quelle année? En 2020, après 1960. Ça fait combien d'années? Ça fait 40 ans. 40 ans. Mais tu ne vas pas nous parler de Troisième République en 2016, nous parler de Quatrième République en 2021, mais ça fait désordre. Ça fait cacophonie, ça fait incohérence et c'est irritant. C'est irritant, c'est à quoi qu'on n'est pas capable de maintenir même ce qu'on veut. Voilà le schéma dans lequel nous sommes. Et pour des hommes qui veulent encore donner une chance à la démocratie, on se sent fondé à croire que la démocratie ne dépend que de celui qui est là au pouvoir. Un autre sujet, Fraternité Matin, sa parution du mercredi 15 septembre 2021 rapporte la rencontre entre le président Ouattara et les ministres-gouverneurs. Certaines personnes qualifient les postes de ministre-gouverneur de budgétivores, d'autant plus qu'il existe déjà des conseils régionaux. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez la même chose? Non, moi, je ne prends pas les choses sur ce temps-là, parce que dans les différents programmes de gouvernement, dans les différents programmes d'action que les gouverneurs nous ont proposés, les ministres-gouverneurs existaient. Voilà, ils ont fait campagne autour de ces genres de décentralisation, de forme de répartition du pouvoir, de démocratisation du pouvoir.
mais c'est de donner réellement à ces personnes le pouvoir de faire ce qu'elles doivent faire, hein, les moyens et les budgets nécessaires. Voilà, un contenu et les budgets nécessaires pour exécuter les missions que qu'on va leur confier. Voilà, donc je crois que c'est sur ce point-là que moi je veux attirer l'attention des gouvernants. Sinon, budgétivement, quand tu regardes un peu les budgets, c'est des morcellements. Hein? C'est des morcellements, c'est-à-dire que si le budget était de 50 milliards, je prends un exemple simple, hein, mais 10 millions, on va morceler, on donne 10 à chose, on donne 20 à l'autre, et puis on donne 5 à l'autre. C'est des morcellements de budget, ce n'est pas de nouveaux budgets. Parce que quand on dit quand il dit c'est pas de nouveaux budgets, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la manne a grossi, la manne financière, le budget de l'État a grossi qu'on en donne, mais c'est seulement ce qui est là. On essaie de faire une répartition pour que le développement de proximité soit effectif. Est-ce que souvent il n'arrive pas qu'on fasse le budget par rapport à ce qui est là, comme institution qui doit utiliser ces fonds? Oui, mais c'est pourquoi je dis c'est des morcellements de budget. C'est-à-dire la mairie peut-être à 10 millions, le conseil régional à 50 millions, et puis le ministre du gouverneur aura 500 millions. C'est ça. Hein, c'est pas, on fait le budget, mais on fait le budget. Parce que bon, peut-être que si ces programmes-là, c'était seulement le ministre qui pouvait intervenir pour agir, pour faire débloquer les fonds pour ce genre d'action-là. Maintenant, on va donner la possibilité au ministre-gouverneur de pouvoir agir sur ce budget-là pour pouvoir exécuter les tâches qui lui sont confiées. Donc, je crois que en fait, c'est pas... quand je dis c'est pas de nouveaux budgets, je dis c'est pas de l'argent qu'on va recréer. C'est de l'argent existant qu'on va répartir, redistribuer pour que les actions soient faites, pour ne pas qu'on ait à revenir à Abidjan ou bien au ministre pour faire les choses dans une telle région, parce qu'il y a un ministre-gouverneur. Voilà un peu. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Jour Plus déclare que des magistrats, des maires et des agents de la SITCA, Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile et Industriel, ont été épinglés par l'opération coup de poing de Zorobi Epiphane Balo, ministre en charge de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités, de la lutte contre la corruption. Pensez-vous que ce pays peut-il en finir avec les malversations financières? Si oui, comment s'y prendre? Je vais te surprendre. Hein. Moi, je dis que c'est le plus petit combat que la Côte d'Ivoire peut mener. La question sur la corruption. Comment s'y prendre? Mais attends, moi je te dis simplement, nous connaissons les salaires de chacun. On connaît ton salaire. Attends, moi je connais ton salaire, je vois ta voiture personnelle. Mais je me dis, mais tu joues avec qui? C'est parce qu'on se tolère dans ce pays-là, les gens pensent que la corruption c'est un fait. Sur la corruption c'est un jeu. Mais tu connais son salaire, tu vois sa voiture. Est-ce que tu as bien de chercher midi à 14h? Comment tu l'as acquis? C'est tout. Tu vois sa maison, tu connais son salaire. Donc la corruption là, c'est les fruits de la corruption, il faut combattre. Parce que si on peut retirer les biens qu'il acquiert grâce à la corruption, mais il a quel intérêt de se laisser corrompre? Je te le dis. Tu sais, moi je vous ai dit souvent quand on échangeait en offre, je dis je suis responsable d'une ONG que j'ai créée parce que je réfléchis sur les questions sociales, sur les questions de développement, c'est des questions qui occupent moi personnellement, qui m'occupe personnellement. Parce que Côte d'Ivoire Perspective 2040, je ne sais pas, ils ont arrêté de discuter, mais c'est des documents qu'il faut lire, qu'il faut s'approprier. Ça vous dit que les questions qu'on veut traiter superficiellement, elles ont été déjà réglées. La corruption existe partout. Hein. Dans le monde, elle existe partout. Mais tant que tu ne pourras pas jouir des fruits de ta corruption, là, tu vas aller où? Tu ne pourras pas continuer. Tu ne pourras pas continuer. Donc, quand on laisse des gens jouir des fruits de leur corruption, et puis on dit qu'il est corrompu, j'ai dit, mais avec qui on joue? Il faut que dans ce pays, on accepte de comprendre qu'il y a d'autres qui veulent comprendre. Il y a d'autres qui savent ce qui se passe. Il y a d'autres qui savent qu'est-ce qu'il faut pour apporter des solutions, quelques solutions. On n'est pas tous peut-être à certains niveaux de décision, mais pour ce qui est de la réflexion, nous tous on peut réfléchir quand même sur les questions sociales qui concernent notre pays. Et c'est ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai dit la corruption, là, c'est le moins de mal à la Côte d'Ivoire. C'est de lutter à partir des fruits de la corruption. La semaine passée, sur ce même plateau, Fousseni Touré, donc journaliste au confrère Le Patriote, a parlé de l'alternance au PDCI. Nous allons suivre et en débattre.
débat. En réalité, le PDCI, il y a toujours eu ce débat de renouvellement des dirigeants. Depuis que le président, l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, a pris les rênes de ce parti en 1993 avec la mort du président Félix Houphouët-Boigny, avec le coup d'État qui a été opéré en décembre 1999 jusqu'à la reprise avec le RHDP en 2005, puis la rupture en 2015. Il y a toujours eu le débat de renouvellement de la classe politique au sein du PDCI. C'est parce que le PDCI, en réalité, ils n'ont pas toujours su mettre en place ce mécanisme de renouvellement. En réalité, le PDCI, au fond, qui est un parti démocratique de nom, mais le débat ne se fait pas vraiment au sein du PDCI. C'est ce qui explique d'ailleurs l'implosion de tous les partis qu'on a aujourd'hui, qui sont issus du PDCI. Le RDR, le FPI en son temps, l'UDPCI et tout ça. C'est parce qu'on refuse le débat au sein du PDCI. Et c'est un vieux débat. Et le ministre Jean-Luc Billon a juste mis le pied dans le plat. Même si son intention en réalité n'est pas maintenant de remplacer le président Henri Konan Bédié, mais il s'est dit à un moment donné, la question va se poser. Nous venons de suivre donc la réaction de Fousseni Touré relative donc à l'alternance au sein du PDCI RDA. Quel est votre avis sur ce qu'il a dit? Donc sur ce qu'il a dit, mais l'alternance... Sur ce qu'il a dit. Non, ce qu'il a dit, je conviens avec lui que c'est un débat qui existe depuis toujours au PDCI. Même si vous pouvez exister. C'est ce qui a fait que Bédié est arrivé en temps... Bédié a été président de l'Assemblée nationale. C'est sur ce débat-là, ça a coulé, disons. C'est sur ce débat-là, on a suivi... C'est ce débat-là qui a fait la montée rapide de Bédié à ce niveau-là du parti. Donc, pour dire que le PDCI a toujours su faire cette jonction entre les anciens et les nouveaux. Les Guégué m'a dit c'est le Messie, c'est la formation des leaders de jeunesse qui les a portés à ce niveau de responsabilité au sein du parti. Le PDCI prend le temps de former ces jeunes et les met là où il faut, au moment où ils estiment être Est-ce que le temps n'est pas long? Le temps de formation long. Le temps de formation, parce que de 1946 à 2021, nous, 75 ans, le PDCI n'a connu que 2 présidents. Est-ce que le temps n'est pas long? Est-ce que des jeunes ne peuvent pas accéder à un certain nombre de postes? Non, les jeunes sont à tous les postes au PDCI. Ça, faut se le dire. Les jeunes sont à tous les postes au PDCI. Peut-être vous estimez que les jeunes ne sont pas présidents du PDCI, c'est ça? Pas forcément. Ouais, mais pas forcément, parce que la Côte d'Ivoire n'a connu que 2 présidents au PDCI. Oui. Est-ce que ça dure pas? Ils sont là longtemps. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent les remplacer. Bon, mais il faut dire que le choix d'un président au sein d'un parti, c'est le choix des militants. Donc moi, à mon niveau, ce que j'aurais voulu, c'est que nous, les militants du PDCI, puissent décider de ce qui est mieux à un certain moment pour leur parti, selon la direction que le parti veut prendre. Donc, moi, je crois que c'est les militants qui décident. Donc, si aujourd'hui, ils ont décidé que ce soit le président Henri Konan Bédié qui soit là, ben, à un moment donné, ils décideront ce qu'ils veulent. La preuve en est, lorsqu'il y a eu ce changement brutal de régime, où le PDCI a perdu brutalement le pouvoir pour des raisons aujourd'hui qu'on retrouve banales, parce que vraiment, il ne méritait pas ça. Donc, on l'a vu, le PDCI, il y a eu des velléités de candidatures, des candidatures en 2000 au PDCI. Ça vous dit que le PDCI est un parti dynamique. Le jour que les militants voudront changer de président, ils le feront. Ça, c'est de la volonté des militants au sein du parti. Ce sont eux qui décident. Ça, c'est pas le fait de... C'est un parti, c'est une association d'hommes et de femmes. Donc, à son sein, ils font les mutations possibles. La preuve en est, le dernier congrès auquel... Bédié a été, au cours duquel Bédié a été président, il y a eu plusieurs candidats. Il y a eu Guégué Madi, il y a eu Kakabé qui est jeune, Guégué Madi qui n'est pas aussi vieux. Donc, ça vous dit que c'est les militants qui ont décidé que ce soit le président Bédié qui soit là. Donc, vraiment, moi, je crois qu'on laisse le choix aux militants de décider. Le jour que les militants voudront changer, ils changeront. Et puis, bon, nous constaterons tous, en tant que directeur de publication, en tant que journal proche du parti. La rentrée scolaire, c'était le lundi 13 septembre 2021. Nos reporters sont allés à Abidjan pour interroger certains parents des élèves et des professeurs. Quelles sont leurs attentes pour l'année scolaire 2021-2022? C'est le micro-trottoir de la revue de presse Grand Format.
vu qu'il y a eu un changement au niveau du ministre, je pense que les choses vont bien se passer. Parce que là, déjà, il y a des bonnes initiatives, puisqu'elle a déjà même supprimé les frais annexes et tout ça. Je pense que les choses vont bien se passer. On espère bien. Je pense que les attentes, elles ne sont pas choses multiples. Hein. Voilà. Déjà, tout le monde sait qu'actuellement, à cause de cette histoire de cherté de la vie, là, la tâche n'est pas très facile pour les parents d'élèves. Voilà. Donc, moi, la doléance que je voulais faire auprès du ministère de l'Éducation nationale, c'est de vraiment alléger tout ce qui est taxes annexes. Voilà, aller à l'essentiel pour soulager nous qui sommes parents d'élèves en fait. Donc, bon, vu ces 10 dernières années, ce que nous avons vu, on espère que l'année scolaire 2021-2022 aura, comment on appelle, va apporter un plus aux élèves. Parce que c'était pas les années antérieures, voilà, l'étude des élèves n'était pas assez bon. Voilà. Les résultats de l'année académique précédente, franchement, c'est vrai que le taux d'admis a été un peu à la baisse, mais on sent que ça peut aller. Parce que aujourd'hui, à l'arrivée de la ministre, Maria Toukoné, on sent que les choses vont reprendre à nouveau. Vous savez, l'année scolaire 2021-2022, en tant que parents d'élèves, nous attendons beaucoup du gouvernement. Nous voulons une amélioration au niveau de l'école primaire, secondaire et autres. Nous voulons que le gouvernement permette aux parents d'élèves d'inscrire les enfants. Nous voulons beaucoup, nous voulons que voilà, l'école soit, comme ils ont dit, soit véritablement gratuite. C'était la ministre Maria Toukoné, ce qu'elle veut faire dans les affaires des écoles, vraiment moi ça me va au cœur. Oui. Moi, tout ce qu'elle fait dans l'école, on voit la dictée, tout, je sais pas, bon, ce qu'elle veut faire, c'est propre. Fixe donne la date de la rentrée scolaire. Ils ne tiennent pas compte un peu de nos parents qui sont dans les campagnes. Ils disent par exemple la rentrée scolaire, c'est le 13 ou le 14 septembre. Pendant que nos parents qui sont au village, dans les villages, vivent de leur récolte du cacao par exemple. Sachant que dans ces périodes, le cacao ne s'achète pas. Il faut attendre le 1er octobre où on fixe le prix du cacao pour pouvoir avoir de l'argent pour scolariser les enfants. Et ces enfants-là viennent en retard au cours. Parce que le parent doit attendre la vente de son produit d'abord, pour qu'il ait les moyens pour pouvoir scolariser l'enfant. Donc si l'État ivoirien pouvait tenir compte de tous ces paramètres-là pour fixer la rentrée scolaire, ça allait un peu arranger tout le monde. Viennent de nous prendre en marche, c'est la revue de presse grand format avec pour invité aujourd'hui M. Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier. Nous venons de suivre tout à l'heure le micro-trottoir sur les attentes des parents, enseignants et élèves pour l'année scolaire 2021-2022. Quelle est votre réaction? Non, mais les attentes de nos parents et élèves sont légitimes. Hein. Elles sont légitimes, ces attentes, parce qu'il faut le dire, les parents, en chaque année scolaire, c'est trop d'efforts, budget, hein, efforts de déplacement, efforts pour inscrire les enfants. Donc, c'est tout à fait normal qu'elles demandent un peu plus d'efforts de la part des autorités. Mais en même temps, je dis que la rentrée aussi, ça se prépare. Hein. Donc, la rentrée, c'est pas le 10, c'est pas le 10 septembre, là. On commence la rentrée, on la commence avant le 10. Donc, je pense que les uns et les autres aussi doivent comprendre que c'est un cycle récurrent, la rentrée. Chaque année, il y a la rentrée et la période, c'est septembre, octobre. Donc, chacun doit faire les efforts qu'il doit pour pouvoir être à la mesure d'assurer ses responsabilités à ce niveau-là. Mais aussi, il faut que l'État aussi les accompagne suffisamment. Mais je crois qu'en distribuant les kits scolaires, c'est une manière d'accompagner ces parents-là. En pensant à la suppression des frais annexes, bon,
sur la question, bon, je crois qu'il faut continuer la discussion pour que la suspension des frais annexes ne soit pas aussi des sources de nouveaux problèmes au sein de nos établissements scolaires. Okay. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, Marié Toukoné a félicité chaleureusement Kandia Camara. C'était à la une donc, du journal L'Intelligent d'Abidjan et d'ajouter qu'elle s'inscrit dans la continuité de celle-ci. Qu'en dites-vous après tout ce qui a été raconté au sujet des deux ministres? Non, moi je crois que sur ces questions-là, il ne faut pas se laisser distraire. Marié Toukoné a voulu rattraper la critique qui est faite contre elle par les proches de Kandia. C'est tout, sinon elle ne peut pas s'inscrire dans la continuité de Kandia. Quand elle prend des réformes qui sont aux antipodes de ce que Kandia a fait jusqu'ici, bon, je crois qu'il ne faut pas... Bon, tu sais, bon, dans ce pays, on ramène tout à la politique. Quand elle s'est fait taper par les proches de Kandia, elle s'est dit, comment rattraper le coach? Sinon, écoute, la continuité, ce n'est pas ce qu'on voit. Hein. C'est plutôt une nouvelle dynamique qu'elle veut insuffler à l'école ivoirienne, sur laquelle tout le monde s'est prononcé et beaucoup l'encouragent à continuer à le faire, mais s'inscrit dans la continuité. Je ne sais pas pourquoi, puisque le niveau de l'école est déploré même par la conférence des ministres de l'éducation nationale de la CEDEAO. Ils ont fait un rapport dans lequel ils ont dénoncé les insuffisances de notre système éducatif, donc on ne peut pas s'inscrire dans cette continuité-là. Je ne crois pas que Madame la ministre, Madame le professeur Marié Toukoné veuille s'inscrire dans cette continuité. Je ne crois pas. Ce ne serait pas la bonne image, même si elle veut s'inscrire. Moi, je lui dirais non, écoute, quelquefois, il faut oser. Et tu as osé, il faut continuer à oser. Il ne faut pas vouloir satisfaire tout le monde. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, comme on le dit souvent dans l'adage. On ne peut pas faire d'omelette. Elle a décidé de faire une rupture avec ce que Kandia a fait jusqu'ici. Je crois que c'est à saluer et qu'elle continue. Nous verrons les résultats et nous apprécierons. Mais pour l'instant, c'est bon. Focus Média africain est la dernière rubrique de ce grand format. Et nous sommes au Sénégal, trafic de passeports. Y'en a marre tire sur la justice sénégalaise et accuse Macky Sall. J'espère que nous aurons le temps de donner un commentaire avant la fin. Élément. Selon le site Sénéweb.com, le mouvement Y en a marre fait actuellement face à la presse pour apporter sa part de vérité sur l'affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques qui vaut une détention à 2 de ses membres éminents, Kilifeu et Simon. Dénonçant une manipulation d'une certaine presse, dans ce dossier, leur porte-parole du jour, Aliou Sané, pense que ce qui est en train de se passer est un simulacre de justice. Ce, au moment où Y en a marre est resté zen en espérant que la justice sénégalaise allait faire son travail. Mais regrette les activistes, elle est en train d'être utilisée comme bras armé du pouvoir exécutif dans ce dossier pour que les voix discordantes puissent être discréditées, selon toujours Aliou Sané. Les émeutes de mars dernier, renchérit-il, sont restées en travers de la gorge de Macky Sall, que Y en a marre accuse ouvertement de préparer un 3e mandat. Monsieur Beta Michel, quel commentaire faites-vous de ce qui arrive à Y en a marre? Non, mais il faut dire que souvent, ça peut avoir sa part de vérité, hein, ce qui se dit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir il y a des trafics de passeports, il y a des choses pas tellement bien qui se font au sein de cette organisation-là. Mais souvent, ces organisations-là sont la cible du politique. Et vous avez vu toutes leurs actions contre le pouvoir. On peut facilement interpréter ces genres d'actions-là comme quelque chose qui est fait par le pouvoir pour discréditer ce mouvement-là. Mais si la justice peut établir les faits, je crois qu'il est normal que la justice, en établissant les faits, puisse condamner ceux qui sont accusés de monnayer ce document administratif. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, vous allez donner quand même votre réaction sur les actions de la CEDEAO face à ce qui arrive au peuple de Guinée. Moi, je dis souvent, quand la CEDEAO prend des décisions, il faut qu'elles soient conséquentes. Quand on condamne, on dit rétablissez. Voilà, on dit, je condamne le coup d'État, mais veillez sur sa sécurité physique. J'ai dit, mais attends, quand on dit, on ne veut pas, on dit rétablissez-le, et puis vous la quittez là. Mais au moins, on peut faire, même si on ne peut pas aller militairement les déloger, au moins, on peut faire cette déclaration-là pour leur dire que ce n'est pas la marche que nous voulons. Mais on ne peut pas dire en même temps, nous condamnons, nous suspendons, mais gardez-le bien, faut qu'il ne soit pas touché. Mais on peut dire aussi, rétablissez-le dans ses fonctions.
Voilà, parce que c'est lui le président. Jusqu'ici, c'est avec lui on avait une relation conformément à nos tests. Aujourd'hui, vous l'avez enlevé. Mais nous, au moins, on peut vous dire, rétablissez-le dans ses fonctions, hein, d'ici tel nombre de temps, rétablissez-le au plus tôt, avant qu'on ne puisse entamer tout autre dialogue avec vous, toute autre discussion. Donc moi, je crois que la CEDEAO doit arrêter de jouer avec ce genre de choses, parce que ça va créer encore des précédents. Bon, il faut craindre que la sous-région soit déstabilisée par ces coups d'État à répétition, parce que personne ne gagne. Personne ne gagne à ces coups d'État-là. On l'a vu en Côte d'Ivoire, les coups d'État n'ont jamais rien apporté. Donc aujourd'hui, pour nous autres, il faut que les présidents de la CEDEAO aillent un peu plus loin que condamner, mais demandent le rétablissement de Conté. Et en plus de Conté, demande aussi aux chefs d'État d'éviter de manipuler les constitutions qui sont source de ces genres de réactions de la part de des bandes armées. Moi, je parle de bande armée parce qu'une armée qui sort de son lit, ça devient une bande. C'est plus une armée. Voilà. Pendant 52 minutes, nous avons décrypté la presse ivoirienne à travers donc les contenus des tabloïds et des sites internet avec M. Beta Michel. Il est directeur de publication du journal Le Bélier. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.